je suis Mathieu Ozano, je dirige le chiffre Project. Et je vais tâcher d'animer, là on va essayer un peu d'explorer les enjeux, les résultats de ce rapport. Pour débattre avec moi, on a le plaisir d'accueillir Julien Dehormoy, qui représente ici le ministère des Transports, qui est directeur adjoint de la ministre des Transports. Jean-Pierre Farandou, que je ne représente pas, qui préside Keolis. Et puis, j'allais dire surtout, on a le plaisir et l'avantage d'accueillir deux maires de communes, c'est pas très joli, dites périurbaines, je ne vois pas très... mais qui en tout cas vont nous permettre de ramener ces résultats à leur pratique d'élus. Donc, à droite, à gauche, Françoise Rossignol, qui est maire d'Inville, je crois que c'est une commune d'un peu plus de 5 000 habitants qu'on a aperçu tout à l'heure. On a aperçu la photo satellite du ciel. Donc une commune d'un peu plus de 5 000 habitants, je crois, presque 6 000, du Pas-de-Calais. Vous êtes vice-président de la communauté urbaine d'Arras et en charge des questions de mobilité. Et puis Ghislaine Senet, donc qui nous vient d'un petit peu moins loin, du Vexin, des Yvelines. Vous êtes maire d'un village, je crois que c'est un village, à peu près 1000 habitants, c'est ça? Un petit peu, oui. Voilà. Évêquemont, qui est situé entre deux grosses agglomérations, donc c'est sur la rive droite de la Seine, dans les Yvelines, comme disais-je, situé entre deux grosses communes, deux grosses agglomérations de banlieue que sont Cergy et les Mureaux. Alors je vais trahir le traditionnel honneur aux dames. Je pense que c'est utile. Je voudrais pas commencer par passer la parole à Julien Dehormoy parce que je pense que c'est utile poser un peu l'enjeu du débat alors que arrive l'échéance. Je crois que si j'ai bien compris, vous en serez l'ordinateur, l'échéance de ces assises de la mobilité qui doit, si j'ai bien compris encore, déboucher sur un texte de loi. Mais j'ai envie de vous donner la parole tout de suite pour un peu vous nous donniez un petit peu votre réaction à chaud sur le résultat de ce rapport et que vous nous expliquiez de quelle manière, en quoi cette question de la mobilité, la décarbonation de la mobilité en grande périphérie, disons, constitue un enjeu pour ce nouveau gouvernement et le ministère où vous travaillez beaucoup, je crois. Bien, bonsoir, merci. Je vais commencer par excuser la ministre, parce que vous l'aviez invitée, mais elle ne pouvait pas être là ce soir. Elle m'a demandé de la représenter. L'étude que vous avez présentée ce soir, elle est absolument passionnante. Moi, j'ai retenu plusieurs éléments. D'abord que le sujet est important d'abord dans les chiffres que vous mentionnez, c'est-à-dire 17% des émissions de gaz à effet de serre liées au transport qui sont liées à ce sujet de la mobilité dans les zones de moyenne densité. C'est aussi extrêmement important au plan social, parce qu'on sait le lien qu'il peut y avoir entre les mobilités et le sujet des inégalités. Et donc, au-delà même de l'enjeu de décarbonation, il y a derrière plein d'enjeux de cohésion sociale, de cohésion des territoires. Et donc, c'est un sujet qui est vraiment au cœur des politiques publiques. Vous montrez qu'il y a vraiment deux politiques qui sont plus efficaces encore que les autres, c'est-à-dire ce qu'on appelle le système vélo et le covoiturage. Bonne nouvelle, parce que c'est vraiment des sujets sur lesquels on a envie de travailler. Il y en a un troisième que vous n'avez pas forcément évoqué, mais qui est à mon avis beaucoup plus difficile à modéliser, c'est tous les sujets qui sont liés à la gouvernance. Gouvernance dans les zones périurbaines. C'est un peu le sujet de la conversation, j'espère. Voilà. Alors, Jean-Pierre Farandou en parlait un peu tout à l'heure, parce que c'est à plusieurs niveaux. D'abord, comment est-ce qu'on fait pour mieux articuler toutes les offres qui existent? Parce qu'en fait, dans ces territoires, on s'aperçoit qu'il existe beaucoup de choses. Il y a un chiffre qui m'a sidéré quand je l'ai vu, qui est de se dire, dans le Grand Lyon, la métropole du Grand Lyon, aujourd'hui, 75% du trafic dans les taxis est organisé en fait pour les besoins du système de santé, c'est-à-dire payé en réalité par la sécurité sociale. C'est une offre de mobilité énorme qui se déplace et dont on se demande, mais est-ce qu'on ne pourrait pas mieux l'utiliser? Je crois que Keolis, vous y avez pensé d'ailleurs. Et donc, comment est-ce qu'on fait toutes ces offres qui existent, toutes ces voitures qui se déplacent à vide, que ce soit pour le système de santé, que ce soit ces transports publics organisés, comment est-ce qu'on fait pour optimiser tout ce qui peut exister? Et jusque dans le Vexin, il y a des expérimentations très intéressantes sur le covoiturage, par exemple, avec ECOV,
c'est super intéressant ce qui est fait là-bas. Donc, mieux articuler les offres. Et puis évidemment, ça pose une deuxième question qui est liée à la gouvernance, c'est comment est-ce qu'on fait pour mieux construire les villes? Parce que la mobilité, c'est une conséquence de la forme des villes, mais c'est aussi un peu le serpent qui se mord la queue. Et ça pose évidemment cette question-là derrière. Pour finir, je vais peut-être partager quelques convictions peut-être de la ministre sur ces sujets, vous m'avez invité. D'abord, le timing de sortie de votre étude est excellent. Vous voulez, bien sûr. Donc, 6 jours exactement de lancement des assises, c'est-à-dire que de la mobilité, c'est-à-dire un moment où on va essayer de poser pendant 3 mois tous ces débats sur la place publique. C'est une source d'information précieuse, un constat très riche sur lequel maintenant on va pouvoir réfléchir. Mettons en évidence ces 2 pistes, plus de vélo, plus de covoiturage. Très bien, maintenant on va lui poser la question, comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Comment est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre des politiques publiques qui vont permettre d'y arriver? On a 3 mois pour réfléchir, et puis derrière, l'objectif c'est que dès le début 2019, on fasse une grande loi sur les mobilités, ce qu'on appelle la loi d'orientation sur les mobilités, et évidemment, un des volets, ça va être sur ces 2 questions-là, vélo, covoiturage, il y aura évidemment plein d'autres choses, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que ça marche? C'est-à-dire comment est-ce qu'on transforme cet objectif en des mesures concrètes? Voilà. Donc le timing, il est excellent, parce que de toute façon, on est en train de vivre une révolution des mobilités. La ministre, justement, je la cite, elle a tendance à dire qu'on est en train de vivre une 3e révolution des mobilités. Il y a eu une première révolution au 19e siècle quand on a inventé le chemin de fer, on a inventé la mobilité collective. Il y a eu une 2e révolution dans les 30 Glorieuses, autour de quand l'automobile s'est développée de façon massive. On a inventé la mobilité individuelle, et du coup la forme de la ville, et du coup le mode de vie qui va avec. Et aujourd'hui, c'est un de vos derniers slides, justement, c'est la 3e révolution de la mobilité, une mobilité qui est propre, autonome, connectée, partagée. Il faut aujourd'hui en construire le cadre de référence. Et c'est vraiment ça qu'il faut qu'on fasse, qu'on a à faire devant nous dans les prochains mois. Et une contribution comme la vôtre va énormément nous aider. Aider à pousser à l'arbre, si j'ose dire. Écoutez, vous parlez du timing, peut-être qu'on peut commencer quasiment la conversation maintenant. Alors, j'ai envie de poser la même question aux deux maires du périurbain qui nous ont fait l'amabilité de se joindre à ce débat. La question est la même. En fait, qu'est-ce que vous faites déjà aujourd'hui et complètement, qu'est-ce que vous avez besoin de quoi vous avez besoin pour aller plus loin avec 2 interlocuteurs privilégiés pour adresser vos questions, vos doléances. Puisque vous avez pris le micro, on me l'a donné, donc bonsoir à tous. Alors, je suis maire d'Évêquemont, mais je suis également conseillère régionale d'Île-de-France. Et je rajoute ce point parce que du coup, ça me donne aussi une vision certainement plus large, puisque je suis déjà commissaire au transport, la commission transport, mais également la région Île-de-France a une autorité organisatrice de mobilité durable maintenant, qui n'est plus simplement du transport. Et je trouve que c'est important de voir un petit peu quel lien on peut faire avec les politiques qui sont menées réellement sur les territoires. Évêquemont est une petite commune, alors que moi je dis rurale encore, même si elle est effectivement très périurbaine, puisque nous sommes à 5 minutes à peine de plusieurs centres commerciaux, d'hypermarchés, supermarchés, qui font qu'aujourd'hui, effectivement, dans mon village, on n'a plus du tout de commerce. Et donc, nos foyers tournent en moyenne entre 2 et 3 voitures. Puisque, c'est un village qui est catégorie socio-professionnelle plus. Beaucoup d'habitants sont des cadres, soit de Renault ou de Peugeot, puisque je suis vraiment dans la vallée de l'automobile. Donc c'est vous dire à quel point la place de la voiture a une place très très importante sur Évêquemont. Et dans les politiques qui sont menées sur ce territoire,
nous avons un département, nous avons une communauté urbaine qui ont comme objectif, et c'est un objectif tout à fait louable, c'est de pouvoir continuer à travailler sur la réindustrialisation de la vallée de la Seine et comment aider les opérateurs routiers et les constructeurs automobiles à pouvoir continuer à se développer, parce que c'est lié aussi au développement économique. Donc c'est toujours, pour moi en tout cas, un vrai sujet parfois de tension avec mes élus, collègues, puisque voilà, moi je suis toujours en train de défendre un modèle qui doit être décarboné, qui doit sortir du modèle tout routier. Et c'est vrai que la réalité fait qu'on a parfois des confrontations qui sont un petit peu compliquées, parce qu'on me dit, mais comment tu peux pas tenir ce discours? On est là dans le siège social à Flins de Renault, et tu peux quand même pas dire qu'il faut arrêter le modèle tout routier. Et c'est important parce que, je tiens à dire, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a un décalage. Alors moi aussi, je suis assez optimiste sur l'évolution des mentalités et l'envie et l'optimiste des élus, mais on voit bien quand même que malgré tout, on a une réalité qui fait que on a une région qui continue à développer un plan routier et qui donc souhaite décongestionner en faisant de la construction, en refaisant un petit peu de kilomètres de route, qui vise plutôt et mise sur la voiture intelligente, mais avec une réflexion d'une voiture encore autonome, c'est-à-dire seule. Dans ma voiture, je pourrais regarder la télé, je pourrais travailler, je pourrais téléphoner, mais je suis dans ma voiture encore à usage individuel. Et donc il faut qu'on arrive à trouver finalement des leviers qui permettent à démontrer, notamment encore ceux qui prennent les décisions, qu'il faut absolument qu'on soit sur une réflexion qui change totalement de braquet et sur lequel on soit sur des quais décarbonés. Et moi je pense qu'il y a un outil aujourd'hui qui est intéressant et qui fait de la pédagogie auprès des élus, c'est le PCAET, le plan climat, air, énergie territoriale, parce que finalement c'est un outil qui permet de faire de la pédagogie déjà, d'expliquer aujourd'hui la réalité, et c'est ce que vous faites au travers de votre étude, c'est de dire voilà la place que prend aujourd'hui la question des transports routiers, et comment tous ensemble, toutes les communes, alors parce que je suis dans une communauté urbaine et qu'on doit faire effectivement un PCAET, ce qui n'est pas le cas par exemple dans les communautés de communes ou les communautés d'agglomération, mais en tout cas nous on est plus de 100 000 habitants, donc c'est un outil qui doit faire, mais ça permet réellement de poser finalement les vrais enjeux. Et moi ce qui m'intéresse particulièrement dans l'étude que vous avez portée, c'est qu'on a l'impact économique que ça peut apporter, c'est-à-dire l'équilibre entre les dépenses et les recettes. Oui, il y a un élément mentionnant qu'on n'a pas mentionné parce qu'on a essayé de raisonner vraiment en ordre de grandeur, c'est un peu au doigt mouillé, mais les deltas d'investissement qu'on vous donnait sont rapportés à des investissements, un coût annuel dans le scénario de référence, un coût annuel dans ce que sont les coûts du PRR aujourd'hui, qui serait de l'ordre de 40 milliards par an. Voilà. Le période, les investissements dans le développement, aujourd'hui c'est 40 milliards par an. Donc à rapporter aux chiffres que vous avez dans le petit tableau sur la page 2, qui synthétise un peu dans le résumé au décideur. On est sur des différentiels qui ne sont pas si énormes que ça. Non, puis qui permettent de globaliser. C'est-à-dire que quand on est dans une petite commune, on se dit que bien évidemment on ne va pas amener un bus. C'est-à-dire que le bus il sera de toute façon pas rentable. Donc quelle solution on peut porter? Et le raisonnement va toujours vers les solutions les plus structurantes. Et je crois réellement qu'avec des outils qui permettent effectivement de pouvoir se mettre autour d'une table et de pouvoir réfléchir avec, bien évidemment, après les autorités qui sont au-dessus de nous et qui puissent nous accompagner, mais dans le bon sens du terme, je crois que ça permet de pouvoir poser réellement à l'échelle du bassin de vie, du bassin de proximité, et pas effectivement à une échelle trop haute, qui pourrait être l'échelle, voire déjà départementale, voire régionale. Ça permet réellement de pouvoir collectivement avoir une appréhension beaucoup plus large et se baser sur vraiment ce qui est le transport du quotidien et pas uniquement l'idée que l'on pourrait se faire d'un transport qui doit être structurant, qui doit être beau, le RER éole, nous, c'est aujourd'hui le RER qui arrive, mais moi, mon inquiétude, c'est ok, mais le RER éole, il est sur la rive gauche, nous sommes sur la rive droite, nous avons deux ponts, et si nous ne faisons rien aujourd'hui, eh bien nous allons avoir comme des ponts qui sont déjà très saturés, et nous aurons des ponts encore beaucoup plus saturés. Donc il faut qu'on ait une réflexion beaucoup plus globale. Et je pense que voilà, il faut qu'on arrive à trouver des outils sur les territoires qui nous permettent de mener cette réflexion beaucoup plus large.
Madame Rossignol, même question. Bien, même question. Alors moi, je ne suis pas du tout une spécialiste du transport. Si je ne suis pas une nouvelle élue, il y a 3 ans... En tant qu'élu au sein de la... Mais en tant qu'élu au sein de la communauté urbaine d'Arras, lorsqu'on m'a confié le transport, c'était pas vraiment la question dont je rêvais. J'aurais préféré le développement durable ou l'urbanisme. Le président m'a dit c'est le transport. J'ai dit bon, j'ai jamais rêvé d'être chauffeur de bus, mais bon. Mais le sujet est passionnant. Le sujet est passionnant parce qu'effectivement on touche à la vie, à l'aménagement, et que donc j'ai retrouvé cet attrait d'imaginer la ville de demain et des modes de vie de demain. Alors on a de la commune de Dainville, donc presque 6000 habitants. En 55, elle en avait 1000. Donc entre 55 et 75, c'était le grand boom, et elle a été, on est arrivé à 5800 habitants. Aujourd'hui, on continue à construire, mais quasiment pour compenser le desserrement et le vieillissement de la population, parce que on aime vivre dans le périurbain. Et donc la plupart des propriétaires occupants qui sont arrivés autour des années 60 sont toujours dans leur maison. On a encore une très très grande proportion de premiers occupants. Bon, donc la ville à la campagne à la ville, on a les avantages des deux, mais ça s'est construit sur le modèle 2 voitures par maison. Une dans le garage que je mets dans le garage, une devant la maison, et puis après il faut trouver des places de stationnement, mais bon, ça se passe pas trop mal. Ça veut dire aussi qu'il y a des vélos, il y a des garages dans toutes les maisons, donc il y a des vélos dans toutes les maisons, à part personne. Bon. On a le plus gros club de cyclotourisme de toute la région Nord-Pas-de-Calais, avec près de 200 membres, mais était uniquement considéré comme un loisir. Bien. La chance que l'on a à la communauté urbaine, c'est que le périmètre de la communauté correspond peu ou prou au bassin de vie, avec un réseau en étoile et de nombreux transports du quotidien qui se font. On a la chance, j'ai eu la chance d'arriver au moment où on travaillait sur le plan, le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, le PDU, et le renouvellement de la délégation de services publics. Donc tout ça tombant merveilleusement bien, on a travaillé, analyse de nos pratiques. On s'est aperçu qu'on avait une part modale très importante de la marche à pied, ce qui correspond à la taille de l'agglomération, puisque ville-centre, presque 50 000 habitants, première couronne, presque 50 000 habitants, et à l'époque, quelques villages. Aujourd'hui, avec le nouveau périmètre, la question des villages se pose de façon aiguë, mais bon, quelques villages. Par modèle de la marche, 30%, très bonne fréquentation de notre réseau de transport urbain, puisqu'on est à près de 10 millions de voyageurs par an pour une population de 100 000 habitants, et 2% de pratique du vélo. Pourtant, on n'a pas de côte. On a du vent et de la pluie. Bon, ça, mais apparemment, dans les Pays-Bas, ils doivent aussi avoir autant de pluie et de vent que nous. Donc, donc on s'est vraiment posé cette question, et on a vu la question du transport sous l'aspect, effectivement, troisième révolution énergétique. On s'est inscrit dans le projet Ville respirable, etc. Première constatation, des bandes cyclables, il y en avait depuis 20 ans dans tous les grands axes de l'agglo. Il n'y avait jamais un vélo dessus. Alors, donc on s'est dit qu'il fallait amorcer la pompe. D'abord, on a lancé une aide à l'achat de vélos électriques. Ça a très bien marché, on a tout de suite été assez débordés. Mais on a vu aussi que de nombreuses personnes hésitaient à passer directement à l'achat. Et donc on a lancé une politique, ça fait 18 mois maintenant, de location longue durée. On avait fait une étude, le Vélib, on est trop petit, c'est pas intéressant, ça correspond pas aux besoins. Mais de la location longue durée, donc on loue de très bons vélos électriques, 100 € par an, et on limite
la location à 1 an. En tout cas, tant qu'on aura une liste d'attente, parce que pour l'instant, on n'a plus d'1 an de liste d'attente, donc on rachète des vélos, mais quand même, hein, nos possibilités budgétaires, elles sont ce qu'elles sont, et c'est pas très facile. Et là, on a vraiment vu une modification, donc nos vélos bleus, bien visibles, on les voit partout, et ça, du coup, on a vraiment vu une transformation, en 18 mois, on a vraiment vu une transformation, on voit des vélos, des gens achètent des vélos. Pas les garages à vélo, parce qu'on va installer des garages à vélo par le ras, mais voilà, on nous demande davantage de stationnement de vélos, on voit des vélos devant la mairie, moi depuis des années, j'avais jamais vu de vélo. Alors, j'étais la première, pas tout à fait la première, parce que tant qu'il y avait trop de listes d'attente, j'avais pas pris de vélo, mais maintenant j'en ai un. Maintenant, souvent, il faut se battre pour trouver une place pour pouvoir attacher son vélo. Et la motivation des gens, qu'est-ce qui fait Et alors, c'est là la modification du comportement. Finalement, nous, 5 km, on est dans le centre-ville. Donc, j'ai plusieurs institutrices qui habitent dans le secteur, qui maintenant viennent à vélo à l'école. Donc, du coup, les parents, ils se disent, pourquoi pas nous ? Et progressivement, là, vraiment, on a eu le sentiment qu'on avait créé un déclic dans le comportement. Le nombre de gens qui m'arrêtent pour me demander si c'est agréable et si ça fonctionne bien. Alors, le public, il est effectivement assez féminin. Ça correspond aux statistiques que j'ai lues. Ça correspond tout à fait chez nous. C'est un nouveau public féminin et moins jeune. Je ne vais pas dire âgé, moins jeune. Mais du coup, puisque ces vélos-là sortent, les jeunes ressortent leurs vélos. Et vraiment, alors je ne vous dis pas que c'est un miracle, mais donc on a maintenant une demande de garage à vélo. Donc le garage à vélo de la gare étant saturé, on va en installer 2 supplémentaires. Et puis on a repéré les endroits stratégiques, l'hôpital par exemple, où il y a de nombreux employés. Et on est vraiment sur cette cible et on pense, alors c'est pas les seules actions qu'on mène, liées à la location de vélos, puisque c'est géré par les vélos sont achetés par la communauté urbaine, mais le service est géré par notre délégataire, qui a une personne qui accueille les potentiels clients, qui fait l'initiation et qui reste en contact avec les clients s'ils ont une difficulté avec leur vélo. Et donc il connaît bien son public et qui nous a incité à lancer l'autopartage. Donc lundi prochain, on lance l'autopartage. Il est persuadé qu'il y a une clientèle qui utilise le vélo de façon quotidienne et que cette clientèle pourra amorcer le service d'autopartage. Donc on va essayer de... Après, il y a des choses qui marchent beaucoup moins bien, hein, les bornes de recharge électrique. Heureusement que j'ai un adjoint qui a une Zoé et à qui j'ai dit tu vas la recharger parce qu'en 8 mois, il est le seul utilisateur. On a eu les statistiques, à Arras, je ne les donne pas, mais voilà, c'est zéro. On a lancé un super système de pédibus pour les enfants. J'ai eu des tonnes de volontaires pour marcher, donc j'avais tous mes retraités qui marchaient avec le gilet jaune, et puis ils avaient de la chance quand ils avaient un enfant. Mais effectivement, on se rend compte aussi qu'il faut s'adapter à la vie des gens. Finalement, pourquoi le pédibus ne marche pas pour les gamins? Parce que vous avez parlé de chaînage, mais c'est ça. Les femmes qui travaillent, il y a beaucoup de biactifs dans ma commune. Et ben, le matin, on prend le gamin, on le conduit à la garderie, donc c'est trop tôt pour le pédibus. Et puis les quelques femmes qui ne travaillent pas, leur seule sortie de la journée, c'est d'aller à l'école et de bavarder à l'entrée de l'école ou à la sortie de l'école. Et donc, elles n'utilisent pas le service. Donc c'est vrai qu'il faut aussi un travail fin sur toutes ces questions. Il faut dire que financièrement, on a été accompagné par l'opération Ville Respirable. On pourrait parler. La commune centre a limité sa circulation, limité la vitesse à 30 km/h. On a un certain nombre de bandes cyclables, mais elles sont pas bonnes. Alors, maintenant, du coup, il y a du monde dessus, et du coup, on nous dit que c'est pas bon. Ce qui est vrai, totalement vrai.
Mais je pense qu'à partir du moment où on voit du monde circuler à vélo, eh bien, il est plus facile de convaincre les élus de faire des investissements pour des pistes. Alors, on avait quelques pistes, hein, mais du coup, il y a une demande qui se fait beaucoup plus forte pour des pistes, pour des sécurisations. Et là, on part du concret et ça fonctionne mieux. Et alors, justement, c'est formidable ce que vous décrivez, mais justement, là, vous avez comme interlocuteur un président d'un grand opérateur de transport et puis un président du ministère. Qu'est-ce que, pour accélérer le mouvement, est-ce que vous avez des besoins, des demandes, des questions à adresser? Comment est-ce qu'on peut... Alors, aujourd'hui, on a effectivement... Je pense que la question des infrastructures, et là, elle concerne davantage la collectivité. Alors là, on est dans la phase où je ne peux pas trop parler, puisque le cahier des charges a été lancé. Mais par contre, il y a un problème sur lequel on attend vraiment les opérateurs, et ça fait partie du cahier des charges, c'est la desserte des communes rurales. Le modèle de la communauté urbaine d'Arras était extrêmement généreux parce qu'au départ, on avait 5 ou 6 communes rurales. Et donc, on avait un système, on a toujours un système de transport à la demande, assuré par taxi, avec un minimum, enfin entre 6 et 20 allers-retours par jour, mobilisables dans l'heure. Je pense qu'on a, mais forcément, d'un prix de revient élevé. Et quand le périmètre de la communauté urbaine s'est élargi, puisqu'on a récemment, enfin, sur les 3 ans, on a intégré une vingtaine de communes rurales, un peu plus, eh bien forcément toutes les communes qui arrivent veulent le même service que les premières. Et là, financièrement, c'est extrêmement difficile, donc diminuer un service à certaines communes, c'est quasiment impossible. Je peux vous dire que j'ai fait la tournée de toutes les communes avec un bureau d'études, on s'est fait laminer parce que les gens ne sont pas prêts à accepter. On voulait faire du rabattement sur les lignes, ils ne sont absolument pas prêts à ça. Donc un rejet fort de ces solutions. Alors on a quand même trouvé un secteur où on va essayer d'expérimenter une forme de rabattement, parce que si on arrive à mettre une ligne BHNS et que avec des transports toutes les 10 minutes et que le rabattement est bien fait, on va essayer pour essayer de convaincre et de montrer que ça peut marcher. Mais on pense beaucoup au covoiturage, une solution de covoiturage. Aujourd'hui, on a lancé les différents sites qui ont été lancés sur la communauté urbaine. Il y a beaucoup de gens qui offrent, mais personne ne veut prendre la voiture des autres. Donc on se retrouve avec un déséquilibre très très fort entre les offres de transport, c'est-à-dire je pars à telle heure, je veux bien prendre quelqu'un, s'il est sur mon trajet. Mais par contre, pour les usagers non motorisés, alors beaucoup de personnes âgées, etc., une crainte de monter avec n'importe qui, surtout pour les trajets de courte distance et non réguliers. Et c'est souvent là que se posent les plus gros problèmes de mobilité. Non spécialiste des transports, vous avez quand même assez bien expérimenté le sujet. Même question, de quoi vous avez besoin aujourd'hui pour aller Pour aller plus loin, c'est rigolo parce que je vois bien les différences. Finalement, nous sommes des territoires périurbains, mais très différents. Enfin, moi, c'est plutôt des hommes, c'est les papas, moi, qui amènent les enfants à l'école. Ben oui, ils commencent plus tard, manifestement, et donc ils ont le temps d'amener les enfants tranquillement à l'école. Mais bon, au-delà de ça, moi, je pense qu'il y a, en fonction réellement des spécificités des territoires, nous sommes donc une nouvelle communauté urbaine sur laquelle nous réfléchissons sur les questions de mobilité, mais à l'échelle d'une année, donc je ne peux pas dire que concrètement des choses ont été faites, si ce n'est qu'on a l'expérimentation qui est portée par qu'on voit ici, enfin ECOV, qui est pour moi vraiment une expérience très très intéressante, même si les élus sont un petit peu déçus parce que ça ne va pas assez vite, mais on est vraiment lié à un changement de comportement qui fait qu'effectivement nous aussi nous avons beaucoup de personnes qui aimeraient transporter, c'est-à-dire ne désirent pas lâcher leur voiture, et puis il y a ceux qui ont des difficultés à lâcher leur voiture pour pouvoir justement bénéficier de ce service. Mais sur la question de quelle action nous pourrions mener, nous étions 5 EPCI, nous avons fusionné, et on voit bien que notamment la structuration des réseaux bus, nous avons un certain nombre d'opérateurs
qui travaillent totalement indépendamment, parce que voilà, enfin, l'historique veut que les fameux CT3 au STIF ont été, Île-de-France Mobilité ont été signés, mais sans, là encore, aucune visibilité, vision sur quel périmètre de proximité, quel bassin de vie réel et à quelle échelle nous devons travailler collectivement. Et moi je pense qu'il y a vraiment un rapprochement à faire avec ces différents opérateurs, qui pourraient être faits d'ailleurs à l'échelle de la communauté urbaine, pour voir comment on peut optimiser les choses. Moi systématiquement nous n'avons que du bus à vocation scolaire. Par contre, nous avons des tonnes de bus qui traversent notre commune, parce que souvent ce sont des bus vides. Et notamment, moi, ces bus qui m'intéressent, c'est les bus Lacroix qui vont à contresens du transport. Les bus Lacroix, je les cite eux, parce que, en fait, ils sont à contresens du transport scolaire. Eux, ils vont chercher, donc ils passent à vide, et c'est justement eux qui passent à la gare. Alors que moi, tous les matins, j'ai du bus scolaire, mais ça part de la gare pour passer par chez moi, pour aller ensuite au collège. Et donc on a comme ça des flux qui passent dans nos communes, sur lesquels d'ailleurs j'ai des administrés qui ne sont pas contents, parce qu'il y a plein de bus qui passent dans des petites rues étroites, et en fait on ne peut jamais bénéficier de cette offre, alors qu'elle passe bien sur nos territoires. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur nos territoires qui sont aujourd'hui traversés par du bus, traversés effectivement par des taxis, puisque nous avons aussi des administrés qui ont besoin de se déplacer dans le cadre de soit des problèmes d'accessibilité, transport handicapé, soit effectivement des transports mis à disposition pour aller à l'hôpital. J'ai une clinique de cardiologie qui est sur place, mais tous ces transports qui traversent les communes ne sont absolument pas optimisés. Donc il faudrait qu'on puisse avoir des lieux, ou en tout cas des ponts qui soient faits justement avec tous ces opérateurs pour pouvoir finalement se rendre compte qu'effectivement il y a du trajet qui est fait aujourd'hui sur notre territoire, mais qui ne sont pas du tout utilisés. Et ce système d'auto-partage, d'auto-covoiturage ou autobus, je ne sais pas comment le qualifier, pourrait être optimisé. Après la question vélo, parce que ça c'est un vrai sujet, nous on est encore très très loin de l'usage vélo, parce que déjà nous sommes sur des coteaux, et donc c'est forcément du VAE, et que nous n'avons pas encore mis en place l'aide comme vous l'avez fait, et je pense que ça c'est un vrai sujet, hein, l'aide à l'achat, et pourquoi pas la location de longue durée. Ça je pense que c'est une réelle piste qu'il faudrait avoir. Et moi je pense qu'on a un vrai sujet de temps. Et c'est là où je vous rejoins dans le comportement et le changement de mode de vie. Moi, ça fait depuis, c'est mon second mandat, et je n'arrête pas de dire, mais prenez votre vélo, c'est extraordinaire. Il y a 1 an, j'ai décidé de sortir mon vélo et de me dire, bon bah écoute Ghislaine, tu es élue, montre l'exemple. Tu dis à tout le monde, il faut utiliser le vélo, tu ne prends jamais, montre l'exemple. Ça fait 1 an que mon vélo est sorti et que je n'ai toujours pas pris mon vélo. Pourquoi ? Et bien parce que, systématiquement, je suis une femme très occupée, très chargée, je ne sais pas, où je m'organise peut-être très mal, mais mes administrés me voient systématiquement, au moins 3 fois dans la journée, courir à ma voiture parce que je vais louper le train. Et le train en région parisienne, ma ligne J, hein, c'est en dehors des heures de pointe, c'est 30 minutes d'attente si je le loupe. Donc en fait, à chaque fois, je me dis, non, et je regarde mon vélo et non, je saute dans ma voiture parce que sinon j'ai peur de louper de nouveaux repas. Et en fait, j'ai le. C'est un vélo d'assistance électrique peut-être peut-être, mais en voiture c'est encore un petit peu plus rapide malgré tout, surtout que la voirie n'est pas encore tout à fait adaptée. Ça reste plus rapide, surtout qu'on a des solutions de stationnement. Et là on revient aussi sur comment aujourd'hui on modifie l'offre, c'est-à-dire comment on limite finalement, où on rajoute quelques contraintes qui permettent de se dire à un moment donné en disant bah non, je vais tourner sur le parking, ça va prendre trop de temps, donc je prends le vélo parce que je sais que je vais gagner du temps. Mais mon comportement est en fait celui de tout à chacun, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en région parisienne, on court toujours après le temps. Et tant qu'on n'arrive pas à trouver un équilibre, ou en tout cas à se réorganiser pour trouver ce temps-là, eh bien on aura toujours ces difficultés, d'où le coworking. Même si on pense qu'effectivement il n'y a pas forcément une grande rentabilité, on a quand même des externalités qui font que, oui, ça nous permettrait de pouvoir aussi accéder à d'autres modes de transport. On a 2 tableaux très intéressants, vous venez de dresser brillamment. Peut-être la réaction de Jean-Pierre Fandouille, puis ensuite de Julien Dornois. Qu'est-ce que ça vous évoque, notamment cette question de mutualisation
coup d'accélérateur, et puis pour monsieur Lornois, peut-être des infrastructures, des installations, mettre en place. Moi j'ai envie de répondre à deux niveaux. On parle beaucoup de changement de comportement, on voit à quel point c'est difficile. Parce que cette satanée voiture, elle a des attraits quand même. Bon, voilà, donc on ne va pas les gommer comme ça de revers de la main. Donc ça, il faut s'y attaquer. Alors c'est un peu la poule et l'œuf, ou le serpent qui font la queue, comme dirait Julien Lornois. Parce qu'on est légitime à expliquer aux gens qu'ils laissent leur voiture s'il y a une offre à côté. Et c'est là où ça commence à se mordre la queue. Parce que tant qu'il n'y a pas une offre suffisante, on a un peu de mal à dire aux gens, vous avez une alternative. Donc là, il y a une espèce de mise de fond, à un moment donné, il faut bien amorcer la pompe pour être crédible. Bon. Mais ça, il ne faut pas lâcher. Alors, il ne faut pas lâcher pourquoi? Parce qu'au fond, on parle de décarbonation. Je crois que c'est ça le moteur. On y croit ou qu'il y a le problème, on n'y croit pas. Parce que si on n'y croit pas, on ne va pas avancer. Voilà, on y croit. Que dire qu'effectivement, il y a quand même un méta-sujet de la planète et que si on ne fait rien, on est mal barré. Mais ça, je crois qu'il faut revenir à ça quelque part. Parce que si on veut donner du sens au changement de comportement et demander un petit effort de changement de comportement, il faut installer la cause. Ouais. Il faut être un peu militant sur le fait que oui, c'est l'affaire de tous et que si on ne se bouge pas, si on s'arriverait à nos vies, quelque part, ben, on ne traite pas le problème, quoi, pour nous, pour les générations futures, etc. Donc je crois que cet esprit COP21, cet esprit, il faut le réanimer en permanence, parce qu'on voit très bien comment les deux réalités reviennent, on s'en éloigne, etc. Donc je crois que ça se prenne une toile de fond, de dire il faut quand même toujours remettre sur le dessus de la pile qu'il y a un vrai sujet de société quelque part, et que chacun à notre place, il faut qu'on change quelque chose dans notre vie si on veut que les choses s'arrangent. Et on ne le répétera jamais assez, parce que c'est ça qui justifie que les choses bougent. Et moi je sens qu'il y a un petit risque quand même. Ça peut s'éloigner assez vite. En tout cas, je mets ça au débat. Et ça, c'est les pouvoirs publics, enfin, c'est nous tous, c'est etc. Je crois qu'il faut vraiment l'installer. Deuxièmement, moi, j'arrive pas à comprendre que, quand si je le comprends, bien sûr, 2-3 voitures par foyer. Une voiture, d'ailleurs, la ministre le dit souvent, c'est 3 000 € par an. Voilà donc des foyers qui sont... Il y a un potentiel gain de pouvoir d'achat, c'est pas cette voiture. Ça, comment on fait pour... Parce que on voit bien qu'il n'y a pas que des gens aisés là-dedans, il n'y a pas des gens, bon, il n'y a que de tout. Donc, que des familles modestes et 2-3 voitures à supporter par an, je pense que c'est quand même un sujet qu'il faut mettre sur la table. Et on voit à quel point dans les têtes il est éludé celui-là. Et on voit les gens, à juste titre, peut-être se plaignent que le pass d'Amigo va augmenter de 5 €, et par contre, les 3 000 € par an pour voyager en voiture. Bon, là, il y a encore un petit sujet qu'il faut mettre sur la table, qu'il faut discuter, qu'il faut pétrir, parce que est-ce que ces 3 000 € ne font pas partie d'un budget déplacement quelque part, qui est à comparer avec les passes Navigo qu'on rajoute, les abonnements, etc. Il n'y a pas d'un côté la voiture à 3 000 € qui serait une espèce de donnée obligatoire, et de l'autre côté le pass Navigo qui coûterait cher. En fait, je trouve quelque part, il y a un paradoxe qu'il faut aussi mettre sur la table. Donc, il faut être un peu militant là-dessus. En fait, je crois qu'on ne s'en sortira pas si on n'est pas un peu militant. Et si on va au bout du raisonnement d'ailleurs, alors je ne dis pas tout de suite, hein, et on verra après comment on avance. Allez, parallèle avec le tabac. Il vaut ce qu'il vaut, hein, vous m'excuserez, mais bon. Il n'est pas mauvais. Il fait réfléchir. On a mis du temps dans ce pays, attention, mon père il fumait un paquet de cigarettes par jour et il n'avait pas un revenu extraordinaire, c'était un cas de moyen de la fonction publique, voilà, hein, donc bon, après il fumait un paquet de cigarettes par jour, donc on voit les années 60-70. Maintenant, on a fait du chemin, on arrive à dire oui, le tabac c'est un problème de santé, c'est un problème de société. C'est aussi 3 000 € par an. C'est aussi 3 000 € par an, voilà. Si on tire la pelote, le carbone et le changement climatique, ça pose aussi un problème de congestion, de santé, etc. Est-ce qu'il n'y a pas, à terme, à dire que franchement, le comportement qui consiste à être seul dans sa voiture au diesel, ça pose un problème quelque part? Il y a quelque part celui qui fait ça, alors qu'il pourrait avoir autre chose, voilà, on va y venir. Ça pose un problème. Je crois que là encore, sans parler de culpabilisation, mais quand même de dire, oui, là, il y a quand même un sujet de fond, il faut qu'on en parle, il faut poursuivre. Peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, on aura des campagnes qui stigmatiseront un peu l'usage seul de la voiture. Parce que ça ne se fera plus, quelque part. Voilà, et on verra. Ces campagnes ont lieu en temps de guerre, par exemple. Mais par exemple, et peut-être qu'il faudra peut-être d'un côté avoir une récompense pour celui qui covoiture, à la fois celui qui conduit et celui qui accepte d'être covoituré. Il faudra bien sûr donner une récompense, thèse chère André Breteau, il faudra libérer des voies sur autoroute pour ceux qui covoiturent, ou pour les puces ou les cartes. Il faudra qu'on y arrive, ça c'est les pouvoirs publics, là. Il faut nous aider, là. Là, il faut, voilà. Donc là, il faut récompenser ceux qui ont un comportement vertueux, et peut-être qu'il faudra pénaliser ceux qui ne l'ont pas. Pas tout de suite, mais en vision. Après, par où on démarre? Parce qu'il faut avancer la pompe. Moi, je crois beaucoup à ce qui a été dit, moi ça fait plaisir, en plus, que j'entends des maires le dire. Oui, il y a beaucoup de moyens de transport différents qui sillonnent les territoires. Et comme je l'ai dit dans ma petite introduction, si déjà par bassin, on en faisait l'inventaire, et en disant on ouvre tout à tout, le transport scolaire est ouvert à tout le monde, les lignes régulières sont ouvertes aux personnes âgées, mais voilà, vous avez commencé. Et il y a des territoires qui nous montrent l'exemple.
avec le département. Tous les transports scolaires sont ouverts et tous les transports interurbains, quand ils sont dans la communauté urbaine, sont ouverts. Mais faisons-le partout. Par bassin. Lançons dans la suite des assises de la mobilité et d'initiatives par bassin. Voilà. Et on l'additionne par une plateforme d'information, parce qu'il faut aussi la plateforme digitale. Sinon, les gens ne connaissent pas. Il y a tout un problème d'information de nos concitoyens. Bon, voilà. Et ça peut aller très très vite. Il peut y avoir des choses simples, avec des startups locales. Enfin, bref, on crée de la dynamique. Déjà ça, c'est un pas extraordinaire parce que ça change les têtes. Ça oblige à se parler, ça change les têtes. Et après, dans le deuxième temps, on voit qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut rajouter, qu'est-ce qu'il faut enlever, etc. Et en fait, pour revenir à l'étude, parce que moi je suis interpellé par cette étude quand même, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, c'est les idées sont en soi pas nouvelles, mais quand on les pousse à une échelle importante, là on voit quand même que ça fait bouger les lignes. Donc, le covoiturage aussi, j'insiste à nouveau, en termes d'investissement et de gain de pouvoir d'achat. Oui, c'est exactement. Parce que oui, il faut le mettre en avant, il faut plus le mettre en avant. Parce que souvent les gains, ils sont pour les particuliers. Les dépenses seront peut-être de nature publique aux collectivités, ça renverra à l'impôt, etc., à la fiscalité. Mais les gains, quand on dit éviter d'acheter une voiture plus souvent, c'est pour tout le monde, ça. Donc le gain est individuel, c'est ça qui est intéressant. Et par contre, quand il y a des dépenses, elles sont peut-être plus de nature publique, plus équipement, plus infrastructure, etc. Bon, mais ça, pourquoi pas? Après, c'est des choix de fiscalité, c'est des choix de politique publique, ça se discute, ça se débat, voilà. Donc ça, je trouve que cette dynamique est intéressante. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que, moi, ce qui me frappe, c'est que le covoiturage, il ne coûte rien. Donc les bénéfices du covoiturage, ils sont monstrueux quand même. Hein. Donc oui, il faut y aller à fond. Peut-être avec une étape simple qu'on décrivait, changement de comportement, et puis il faut envoyer, il faut le pousser, quoi. Et le vélo, quand même, moi je pense qu'il ne faut pas lâcher le vélo. Parce que quand même, on a des pays, on parle de la France, mais les Pays-Bas, c'est pas loin, hein, et il fait pas beau aux Pays-Bas. Hein. Ils font du vélo. La ville la plus en Europe, la plus cyclée, c'est Copenhague, il fait pas beau en Danemark. Ces gens-là font du vélo. Voilà. Donc je pense que. Mais alors, il y a des raisons, avec les pistes cyclables à coup sûr. Moi, faire du vélo à Paris, j'ai peur. Hein. Moi, je ne ferai pas du vélo à Paris. Parce qu'il n'y a pas de piste cyclable, j'ai des deux roues qui me dépassent tout le temps, je suis inquiet pour ma petite santé. Mais s'il y avait des pistes cyclables à Paris ou ailleurs, je pense que ça, c'est la clé. Alors, on voit qu'il y a un investissement. Il faut un vrai plan vélo, c'est le système vélo qui nous a été évoqué. Voilà, donc moi, je crois que on est interpellés tous par cette étude, mais il y a vraiment de la matière pour en faire quelque chose. Voilà, je suis donc résolument optimiste sur la capacité à utiliser ces pistes qui ont été évoquées aujourd'hui. Bravo. Je crois que c'est Al Gore qui disait qu'en tant que société, on avait les habitudes d'un fumeur qui fume 4 paquets par jour. Ou 10, je ne sais plus quel chiffre, c'est Julien Dormeau. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit et sur ce que disait Jean-Pierre. On voit bien qu'il y a deux visions de la société qui peuvent correspondre en fait à avant et après une révolution. C'est-à-dire qu'il y a un paradigme dans lequel on a un urbanisme qui repose sur la bagnole et sur le fait qu'il y a 2 voitures pour un ménage, par exemple, parce que c'est indispensable. Puis il y a un autre modèle que tu mentionnes, Amsterdam, Copenhague. Justement, la question, les deux fonctionnent ou pas d'ailleurs, mais le plus dur en fait, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer de l'un à l'autre, de faire le shift justement, de l'un à l'autre. Le plus dur là-dedans, c'est la transition. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est indispensable. Si on regarde à l'échelle d'une agglomération comme l'Île-de-France aujourd'hui, on dit que les moyens de transport sont saturés partout. On peut se demander si c'est vraiment saturé partout. Sur les autoroutes, aujourd'hui, une voiture, c'est 1,07 passagers en moyenne donc une voiture à l'heure de pointe. Une voiture, c'est 12 mètres carrés. Ça veut dire qu'on a en gros une personne pour 10 mètres carrés sur les autoroutes. Ça pose la question de savoir est-ce que c'est vraiment saturé quand on a toute cette place. Il y a la place pour des bus express. Il y a la place pour des bus express, mais simplement, on fait des petits calculs. Hein, si on passe de 1,07 voitures par passager par voiture à l'heure de pointe à 1,5, on a résolu le problème des bouchons en Île-de-France. On n'a plus besoin de construire l'autoroute, plus besoin de construire de l'heure supplémentaire, on a résolu le problème. Alors comment on fait pour convaincre la majorité de nos concitoyens? La question c'est comment est-ce qu'on fait cette transition? C'est-à-dire comment est-ce qu'on met plus de gens dans les voitures pour faire des distances moyennes, comment est-ce qu'on met plus de gens pour faire des vélos, pour faire des distances courtes. Effectivement, je suis venu à vélo tout à l'heure, je confirme qu'à 18h dans Paris, traverser Paris à vélo, voilà. Faut être militant, je disais. Bonne assurance. La question c'est comment est-ce qu'on fait cette transition, quel est le rôle des pouvoirs publics, et notamment quel est le rôle de l'État pour venir en soutien aux collectivités, justement pour venir faire cette transition. Ce qui est certain, c'est que tout ne sera pas impulsé par l'État d'en haut, c'est pas l'État qui décide est-ce qu'à Arras on fait du vélo, et comment est-ce qu'on réorganise des lignes de bus autour des bureaux pour que ça marche. Mais donc il y a vraiment 2 sujets, je vois. Premièrement, comment est-ce qu'on soutient les territoires qui veulent innover, comment est-ce qu'on fait pour faire cet amorçage. Parler justement du covoiturage qui démarre péniblement parce que il y a plus d'offres que de demandes. Alors c'est marrant, on entend partout ça. Partout, il y a plus d'offres que de demandes. Parce que on voit souvent les gens, ils se disent
Si j'y vais, je suis pas sûr de pouvoir revenir. Oui, c'est ça aussi. Mais comment on fait justement pour donner cette garantie-là? Et c'est là où les pouvoirs publics, dans cette phase d'amorçage, ils sont un rôle. Parce que le jour où, en permanence, il y aura des offres de covoiturage partout, on se posera plus la question, on n'aura plus peur. On a peur dans la phase d'amorçage où il n'y a pas encore tant d'offres que ça. Comment est-ce que les pouvoirs publics, on peut avoir un rôle pour soutenir cette transition? Voilà, là, on peut avoir un rôle, justement, on a quelques idées là-dessus, et des dispositifs sur comment est-ce qu'on pourrait tester ça. Puis après, il y a un deuxième sujet qui est comment est-ce qu'on aide à essaimer des bonnes pratiques. Parce qu'on voit, là, il y a plein de territoires qui essayent d'innover, chacun dans leur coin. Et forcément, on est amené le ministère a pas mal regardé ce qui se passe dans plein de territoires. Il y a plein de tentatives partout, il y en a plein, on sait d'avance qu'elles vont se planter. Parce que chacun essaie dans son coin de réinventer des trucs. Et puis on voit, mais en disant, mais en fait, il y en a un autre qu'on a vu à l'autre bout de la France, ils ont fait ça, ils sont plantés. Par contre, on en a vu d'autres ici qui ont fait ça, et ça a bien marché. Comment est-ce qu'on aide à faire cet essaimage des bonnes pratiques, justement, pour que chacun ne réinvente pas la bonne idée qu'il peut y avoir sur chacun des territoires? Il y a des super belles histoires dans plein d'endroits. Comment est-ce qu'on fait gagner du temps? Comment est-ce qu'on fait qu'une petite expérience, d'abord on l'accompagne pour qu'elle grandisse, et ensuite pour qu'elle fasse des petits ailleurs? Là, je pense qu'il y a un vrai rôle. Pour nous, il faut qu'on imagine ces dispositifs, mais en tout cas, j'y vois une belle mission pour l'État sur ces sujets. Si je peux me permettre, c'est quand même l'importance des associations. Garde, club, ville cyclable, c'est des occasions extraordinaires d'échange. Et ça, moi, dans mon parcours et dans ma formation, en ce qui concerne le transport, ça a été primordial. Parce qu'effectivement, là, on a un discours d'élu à d'élu, de partage d'échanges, de partage d'expériences, étayé par du travail de spécialistes, et ça apporte énormément. Ça apporte énormément. Gisèle, c'est vous voulez réagir également? Simplement pour dire qu'effectivement, tout le monde attend un peu un rôle un peu incitatif de l'État. C'est-à-dire que à quel moment, effectivement, mon kilomètre vélo sera réellement partout remboursé, à quel moment on pourra avoir une mode peut-être de défiscalisation sur le fait de pouvoir prendre d'autres covoitureurs et puis avoir la possibilité de payer moins cher le péage, parce qu'on a aussi quand même dans le périurbain du péage. Enfin, il y a toutes ces sommes d'actions globales et moi je pense que l'État a un rôle réellement à montrer la volonté d'eux et d'imposer. Et parfois peut-être de bloquer certaines décisions prises par d'autres instances qui ne vont pas forcément dans le bon sens. Parce que moi j'ai le sentiment parfois qu'on fait des marches arrière alors que des décisions ont été prises. Et il faut pouvoir effectivement faire cette pédagogie, en tout cas bien montrer quels sont les enjeux, quelles sont aujourd'hui les priorités. Il y a une vraie urgence qui est active. Maintenant je pense que tout le monde en est conscient, mais il faut malgré tout continuer à dire qu'est-ce que concrètement cela apporte, et il y a aujourd'hui des dispositifs qui sont absolument pas adaptés. Et donc il faut être en capacité de dire non, en tout cas, voilà, dans un cadre contractuel, ça on ne va pas financer parce que ça ne correspond pas du tout à l'objectif national que l'on doit porter. Justement, à ce propos-là, j'anticipe sans doute un peu beaucoup sur l'avenir, mais Julien Denormand, est-ce que vous croyez que le texte de loi qui va peut-être aboutir, le projet de loi qui aboutirait aux assises, des assises de la mobilité, pourrait fixer des échéances, des objectifs chiffrés? On sait que la mobilité, quand on parle d'objectifs climatiques, c'est le gros du problème avec le bâtiment. Il y a des engagements internationaux, etc. Est-ce que c'est utile de poser un chiffrage, des échéances, des moyens? C'est pas que de mutualiser l'information. Alors effectivement, c'est encore un peu tôt pour le dire, parce qu'on n'a même pas commencé la concertation qui va... Voilà. Donc on en est pour le moment, justement, au partage sur les idées et sur le besoin. Il y a déjà d'objectifs qui ont été donnés. Nicolas Hulot, quand il a affiché la cible qu'on arrête de vendre des voitures thermiques en 2040, c'est déjà une cible assez ambitieuse. Voilà, parce que c'est évidemment pas en 2039 qu'on va commencer à réfléchir au sujet. Et donc il y a toute une trajectoire à construire derrière, c'est-à-dire comment est-ce que on est au rendez-vous, comment est-ce que toute l'industrie est au rendez-vous, comment est-ce que la ville qui va autour est au rendez-vous, parce qu'il va falloir
à toutes les infrastructures qui vont autour. Si c'est, par exemple, la voiture électrique, par exemple, doit croître, ça pose la question évidemment de l'alimentation des bornes de recharge, par exemple. Il y a une cible qui est de 7 millions de bornes, on est encore un petit peu loin. Donc, ça pose toutes ces questions. Il y a quelques jalons, mais il y en aura probablement plus dans la prochaine loi. C'est ça l'intérêt du débat qu'il y aura dans les 3 mois qui viennent, de faire émerger des propositions et un consensus autour de certaines cibles, et puis de rendre certaines expérimentations ou certains dispositifs possibles, mentionner par exemple l'accès le fait de réserver certaines voies au covoiturage, par exemple, sur autoroute. Il y a même des expérimentations qui sont déjà lancées, comme à Bordeaux en ce moment. Voilà, toutes ces choses-là, il va falloir qu'on les fasse. Les assises, on en discute, avec la loi derrière, on les rend possibles. Très bien. On pourrait continuer les échanges. Je pense qu'on n'est pas prêt à passer la soirée. Des trajets à faire pour rentrer chez soi. Donc, je voudrais juste faire rapidement un tour des participants au groupe de travail, avoir leur réaction rapide, peut-être des éléments de réponse, notamment par exemple Jean-Baptiste Bonneux sur beaucoup de questions sur le covoiturage et comment est-ce qu'on peut faire décoller ça, donc le cofondateur de Bouillon. On va essayer de faire un tour assez bref pour chacun, malheureusement. Contrainte de temps. Alors, une réaction, une question. Oui, une réaction rapide. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Jean-Baptiste Bonneux, le cofondateur de WeHop, qui est une application mobile d'autostop urbain. On est assez jeune sur le marché. Ça va faire 2 ans au mois d'octobre. On est lancé en Ile-de-France et à Montréal. Ça a pas mal accéléré ces derniers mois parce que nous avons un partenariat depuis le printemps dernier avec Waze, donc la première application européenne à être connectée à Waze, ce qui rend possible le covoiturage temps réel dont on parle si souvent. Et on est aussi lauréat de la Société du Grand Paris cet été pour expérimenter notre solution sur la gestion du premier et du dernier kilomètre en Ile-de-France. Pour faire décoller ce que vous. Oui, alors voilà, 2 choses. Un, c'est monsieur. Changeons d'échelle. Voilà, changeons d'échelle. Donc, à monsieur Farandou, j'ai très apprécié vos propos qui a montré que la voiture peut devenir en fait un complément au transport en commun. Il ne faut pas toujours diaboliser la voiture, finalement, c'est au contraire une source inestimable de gisement de transport. On peut la transformer en un transport collectif. Et ça suppose de fournir quelque chose de simple, d'attractif et de sécurisé. Voilà. Et puis pour rebondir aussi sur vos différents points, Madame Rossignol, Séné et Monsieur Dehornois, effectivement, c'est pas simple. Oui, il faut repartir des usages, parce que si on se trompe, il n'y a personne dans les voitures, parce que ça ne marche pas partout. Nous, WeHop, ça marche que sur des cas d'usage spécifiques. C'est de la gestion du premier et du dernier kilomètre, des rabattements vers des gares, des personnes qui attendent leur bus, qui au lieu d'attendre montent dans une voiture, parce qu'effectivement c'est très difficile de faire abandonner une voiture. Et la deuxième chose, je pense que ça pose beaucoup de questions, et aussi que nous sommes là en tant qu'opérateur du covoiturage, avec ECOV, Rosef, c'est que le covoiturage, c'est pas comme Uber ou Blablacar, le covoiturage courte distance. Ça suppose de s'intégrer en fait dans le tissu local, et c'est pas juste un problème technologique ou marketing, ça suppose vraiment de travailler en coopération et sur les notions de gouvernance. Véronique Michaud, du Club des villes et territoires cyclables. Bonsoir à tous. Je ne vais pas représenter le club. Dire que dans ce travail, ce qui nous a vraiment intéressés, c'est un double changement de regard et puis les échanges auxquels on vient d'assister le renforcent. Un changement de regard sur le périurbain qui n'est pas qu'un problème. Et la mobilité dans le périurbain est à la fois le problème et la solution. Le problème parce que ces territoires ont été façonnés par l'usage de la voiture et son explosion pendant les 30 glorieuses, mais la solution aussi parce qu'on voit bien qu'à travers des solutions fortes, combinées entre elles, je crois que c'est ça qui est intéressant dans ce travail, c'est que ce n'est pas des solutions juxtaposées, on va recréer de l'urbanité. Et j'y pensais en entendant par exemple actuellement, comme je pense que vous les avez tous entendus, les conclusions de l'organisation sur les centres-villes en mouvement, qui montrent tout le problème que nous avons dans les centres, dans les villes moyennes, et le taux de vacances, la paupérisation des centres-villes. Et là, je me dis que finalement, ils n'ont pas tellement la solution de la mobilité. Il y a des choses qui vont arriver avec d'autres organisations de la mobilité, mais leur situation est peut-être plus catastrophique que le périurbain. Alors maintenant, je ne suis pas en train de dire que c'est un territoire semé de pétales de rose. Le vélo dans le périurbain, ça reste difficile. L'intermodalité reste quelque chose à faire. Ce qui est important aussi dans ce travail, je parlais de changement de regard sur le périurbain, c'est le changement de regard sur le vélo, de parler de système vélo,
d'évoquer le vélo pas comme une petite chose sympathique, comme je l'avais dit au mois de mars, on l'a longtemps présenté, mais comme une solution structurante. Je crois que c'est Ghislaine Séné qui parlait de ces solutions structurantes. C'en est une, elle est puissante, elle a un potentiel énorme, je ne vais pas dérouler les chiffres, mais pour ça, il va falloir effectivement agir. Le rôle de l'État est encore important puisqu'on va rencontrer des effets coupures qui restent très pénalisants. Une réalité, moi j'ai aimé la confrontation réelle, au concret, de ces échanges, parce qu'on voit bien que nos discours, la théorie que nous pouvons avoir sur les solutions et la confrontation avec le réel fait quelquefois, on est obligé d'admettre que la solution n'est pas immédiatement accessible, ou dans l'esprit, problème d'attitude immédiatement accessible, donc il va falloir se confronter au réel, mais la solution, elle est structurante, elle a un potentiel fort, il faut la mettre en œuvre, et c'est vrai que c'est une question de gouvernance, chacun doit jouer sa partition. L'État, dans ses grandes politiques sectorielles, peut-être dans la valorisation des bonnes solutions, appel à projet. On a 40 propositions, je vais faire comme Francisco, je vais m'empêcher de les citer toutes, mais ça c'est vraiment, je pense, très important. Et dans la réparation parfois de certaines coupures qui restent très pénalisantes sur ces territoires où on a des problèmes sociaux importants. Et moi je voudrais juste terminer sur, j'espère que la loi d'orientation de la mobilité sera l'occasion de reposer le principe du droit à la mobilité, puisque dans la LOTI, sauf erreur de ma part, en 82, on crée le droit au transport, et c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, donc il va falloir ensemble définir le droit à la mobilité. Merci beaucoup, Véronique. André Proto, Vinci Autoroute, toujours le même exercice. La soirée commence à s'écouler. Oui, bonjour. Je ne parlerai pas trop, je ne m'étendrai pas sur le potentiel des autoroutes dans ce domaine-là. Cela a été cité par Julien, par Jean-Pierre, par Francisco. On peut favoriser le covoiturage avec des voies réservées. Nous l'avons fait aux États-Unis. On peut créer des parkings de covoiturage également. On peut mettre sur les autoroutes des autocars express. On ignore en France le potentiel de la route en matière de transport collectif. Les cars Macron sur la longue distance ont montré qu'il y avait un potentiel important. Mais je voudrais insister sur quelque chose qui me paraît beaucoup plus important et qui est la déconnexion entre le lieu de travail et le domicile. C'est un phénomène massif. Il y a 17 millions de Français dont le lieu de travail est à l'extérieur de leur commune de résidence. Le nombre augmente. La distance qu'ils parcourent pour aller au boulot, une vingtaine de kilomètres en moyenne à l'année au temps retour, augmente. Et quand on fait un pointage entre les enquêtes de 1994 et 2008, on s'aperçoit que ce segment des mobilités, de quelques dizaines de kilomètres pour aller au boulot, l'accès à l'emploi, augmente 3 fois plus vite que la moyenne nationale des transports. Alors, la ministre a parlé des besoins des périphéries, des agglomérations, des franges des agglomérations, du rural, l'accès à l'emploi, l'accès à la formation, c'est pile ce segment des distances de quelques dizaines de kilomètres, 20, 30, 40, 50, 60. Ce n'est pas que de l'étalement urbain. S'il y a 1100 personnes qui vont tous les jours de Montauban à Toulouse, dont 800 par l'autoroute, on le sait, ce n'est pas l'étalement urbain de Montauban, ce n'est pas l'étalement urbain de Toulouse. S'il y a 3000 personnes qui vont du Mans à Paris, tous les jours probablement en TGV, ce n'est pas l'étalement urbain non plus. C'est dans les têtes tout ça, cette déconnexion. Cette déconnexion, elle est massive. Et elle concerne des territoires qui ne s'expriment pas, qui sont orphelins en termes de gouvernance pour gérer ce type de distance. Ce n'est pas le maire de Montauban qui va s'occuper d'une mobilité Montauban-Toulouse, ce n'est pas non plus celui de Montauban-Blagnac, ce n'est pas celui de Blagnac non plus. Qui a tous les leviers, route, rail et pouvoir, pour régler ces problèmes-là? Ces sujets-là sont orphelins en termes de gouvernance. Et il y a là la conjonction d'un phénomène massif et silencieux qui s'est développé en 2 générations, d'une sorte de cécité sur ce phénomène-là, qui a créé de la désespérance sur des territoires où les gens ne s'expriment pas, sauf une fois de temps en temps dans l'isoloir, et ça n'est pas brillant. Et donc, en fait, je suis tout à fait d'accord avec Julien, il y a un problème social et il y a une urgence sociale. Et il faut leur proposer des solutions et faire en sorte que les assises permettent à ces gens-là de s'exprimer. On a eu 3 grands débats publics qui comportent une composante de transport, le Grenelle, la table ronde et le débat national. Et franchement, ça n'a pas donné grand-chose sur les transports, parce que, au fond, ceux qui s'exprimaient, c'était nous tous. Pas plus 3 mini, et des gens qui ont, en général, à l'exception de vous, mesdames, choisi des lieux où la densité de services publics est énorme, que ce soit en transport, que ce soit en crèche, que ce soit en accès aux soins.
Or, ces gens-là n'ont pas tout ça. Et c'est eux qu'il va falloir convaincre. Il ne faut pas se tromper, il faut être crédible vis-à-vis d'eux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, excusez-moi, je crois que dans les assises, vous avez prévu au niveau de la déclinaison territoriale, non seulement d'écouter les métropoles, mais aussi les territoires périphériques, mais aussi le rural, mais aussi les petites villes. Voilà, c'est bien. Merci André. Christian, poste SNCF. Bonsoir. Je suis directeur de développement durable de SNCF. Je vais vous parler beaucoup de développement durable pour revenir un peu sur l'objet même des travaux du Shift. Je trouve que le Shift a exploré des zones de faible densité de matières grises. Les transports, c'est toujours très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un ministère qui s'en occupe très bien. Et puis après, le reste, comme c'est quand même très très compliqué avec ses routiers, ses cheminots, ses aiguilleurs du ciel et autres, oh là là. Donc on le cantonne et on s'en occupe pas trop. Alors qu'on voit bien, on a parlé beaucoup de mode de vie. On a beaucoup parlé de télétravail, de e-commerce, etc. Donc on voit bien que ce n'est pas une question de transport, que c'est une question de mode de vie, que c'est une question de politique publique, tout domaine confondu. Donc très bien au Shift d'avoir exploré cette première zone de faible densité de matière grise qui est le secteur des transports, et cette seconde zone qui est à l'intérieur du secteur des transports, les zones de moyenne densité. J'appartiens à la SNCF, qui est quand même une entreprise qui est quand même assez branchée Île-de-France plus TGV, historiquement TGV, et un peu plus récemment sur l'Île-de-France, et finalement pas trop sur ces questions de moyenne densité, parce que c'est là aussi un peu plus compliqué, et comme on est plutôt une entreprise de transport massif, et avec la réponse qui n'est pas forcément dans ces zones-là massives, on a un déficit un peu de matière grise chez nous, mais qui correspond à un déficit de matière grise qu'on trouve chez beaucoup d'acteurs. Résultat des courses, André l'a dit, on le voit de temps en temps dans les urnes, et avec un rappel à l'ordre sur le thème, et si on s'occupait un peu plus de nous, les personnes qui sont dans ces zones de moyenne densité. Donc je pense qu'il faut qu'on continue à mettre beaucoup de matière grise dans les problématiques de transport, dans les problématiques d'interface, transport, territoire, mode de vie. La question du télétravail, c'est un sujet aussi bas carbone et de mobilité, mais c'est un sujet qui renvoie à beaucoup d'autres choses, donc il faut travailler sur le sujet. Le sujet du e-commerce, c'est un sujet très compliqué qui va se développer encore et toujours, et donc il y a un vrai travail à faire, même si les premiers travaux du Shift montrent que c'est compliqué, mais on voit bien que ça va être encore multiplié par un facteur 10 dans très peu de temps. Et donc qu'est-ce que ça veut dire d'organiser des tournées intelligentes, de se partager des livraisons, etc. Donc il y a un vrai travail à entreprendre. Et puis dernier petit point quand même, l'ambition elle est quand même énorme climatique. Je le rappelle, il y a Claire Tutoni qui est dans la salle, donc je lui emprunte ce travail qu'on est en train de faire dans le cadre de PE, c'est zen. Il faut être zen, il faut devenir zen, zéro émission nette. Donc pour qu'on devienne zen vers 2050-2060, si je puis me permettre ce jeu de mots, il va falloir vraiment qu'on s'excite. Parce qu'il faut qu'on fasse beaucoup de choses dans beaucoup de domaines pour arriver à cette ambition qui est ni plus ni moins que la traduction en émissions de la trajectoire 2 degrés. Donc voilà, le transport, il y a d'énormes challenges. Et moi je pense que les assises de la mobilité, elles doivent vraiment aller en profondeur sur beaucoup de sujets, dans cette perspective du fait que le secteur des transports, c'est un secteur majeur. Je rappelle quand même que ça fait 2 années de suite, 2015 et 2016, que les émissions du secteur des transports augmentent. Alors vous voyez qu'il y a du chemin, beaucoup à faire pour qu'on arrive d'abord à inverser la tendance, parce que c'est quand même assez terrifiant, si je puis me permettre, de voir la hausse des émissions du secteur des transports, et qu'on revienne à quelque chose qui ressemble à une trajectoire de 2 degrés. Merci. Merci beaucoup, Christian. Laurent Monin, j'imagine que vous avez 1000 choses à dire. Vous êtes bien. Je vous présente plus d'un mot. Vous êtes responsable des investissements de la mobilité durable de la Caisse des dépôts. Alors, l'exercice impossible, quelques mots, qu'est-ce que tout ça vous évoque? Alors,
bonsoir à tous. Donc la Caisse des dépôts, alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent, peut-être certains qui la connaissent un peu moins bien. En résumé, en un mot, la Caisse des dépôts accompagne depuis 200 ans maintenant les grandes transitions. Alors ont été mentionnées l'émergence du chemin de fer. La Caisse des dépôts a financé les infrastructures. Bien sûr, elle a financé tout un tas de transitions que je ne citerai pas. Par contre, quelque chose de très intéressant, quand on regarde les travaux qui ont été faits par The Shift, et quand on regarde les domaines qui ont été étudiés, en particulier télétravail, covoiturage, etc., on s'aperçoit finalement que ces différents domaines sont l'objet d'une transition un peu nouvelle dans la relation qu'il peut y avoir entre les acteurs privés et les acteurs publics. Je m'explique. Dans les années 90, on avait émergé les startups du numérique, les pure players qu'on connaît tous, Google, Yahoo, etc. Et ces entreprises ont émergé un peu dans un environnement privé-privé. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas trop souciées des pouvoirs publics, elles ont avancé à marche forcée, et finalement, on a un peu subi leur apparition. Dans certains cas, on a été très content du résultat, mais dans d'autres, on en voit aujourd'hui les résultats. Ce numérique, il s'est transformé aujourd'hui via le smartphone, il s'est invité dans tous les pans de notre vie, et bien sûr, il a atteint la mobilité. Alors, la caractéristique de la mobilité, c'est du coup là, on est souvent sur la voirie, du coup, on touche de beaucoup plus près les responsabilités des collectivités locales, et la Caisse des dépôts, en accompagnement des projets des collectivités locales, a vu arriver un peu ces projets qui s'organisaient, qui se construisaient d'une façon un peu nouvelle. On a parlé par exemple du cas d'Ecov, et c'est un cas un peu intéressant, mais on pourrait en citer tout plein. Les startups aujourd'hui, si elles veulent tester leurs solutions, les démontrer, sont obligées de travailler la main dans la main avec les collectivités. Elles rentrent dans des dynamiques partenariales très fortes, à tel point qu'on s'est retrouvés, nous, à être témoins de projets où la collectivité était quasiment co-constructrice de la start-up. Elle était tellement impliquée dans le projet, elle était presque au bord en train d'expliquer comment est-ce qu'il faudrait faire pour faire avancer l'entreprise. Et c'est, je dirais, cette transition que la Caisse des dépôts est en train d'essayer d'accompagner, avec un rôle qui est celui d'être un peu l'intermédiaire entre les acteurs privés, qui sont souvent des start-up, qui portent de l'innovation, et les acteurs publics, qu'on ne voyait pas avant dans le monde des startups, mais qu'on voit aujourd'hui de façon beaucoup plus importante et significative, et qui pour certaines startups sont des acteurs indispensables. Et donc dans ce rôle, qu'est-ce que nous faisons? Nous investissons dans des startups sur des projets qui sont éminemment territoriaux. Alors à notre échelle et en utilisant notre réseau, dans le groupe Caisse des dépôts, je dirais aujourd'hui, on a accompagné à peu près une trentaine d'entreprises dans la mobilité au sens large. Bien sûr, ce qu'on vise, c'est grâce aux assises et aux moyens qui seront déployés, pouvoir décupler cette action et accompagner à la fois plus de startups et en même temps, je dirais, beaucoup plus de collectivités. Voilà. Merci beaucoup. Je vais inviter Francisco à réagir également, peut-être donner son sentiment sur la manière dont tu as reçu ce travail que tu as coordonné avec patience, brio et sans compter ton énergie. Et si tu peux, voilà, faire un même exercice en quelques mots. Attends, je vais prendre un micro. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je trouve que c'est toujours hyper intéressant de voir les réactions dans le sens qui est complète. On voit, moi je vois avec toute modestie, c'est comme ça que nous avons travaillé là tout le temps. Le rapport que vous savez aujourd'hui, entre les mains, c'est la version 8.3 ou je sais pas quoi. Donc tout le temps, on arrive à améliorer les choses, à enrichir, à donner des nouvelles dimensions. Une chose que je disais tout à l'heure, je trouve que c'est très très bien comme aujourd'hui, moi je participe comme tout le monde là, des conférences, des congrès sur la mobilité, etc. Et il y a un biais très fort vers la technologie, on va dire. On parle beaucoup de numérique, etc. Tout le monde, tôt ou tard, on peut parier à 200 € qui a un petit peu sortir son smartphone. Avant, on avait besoin de métro, 30 $. Aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Moi, je suis incapable de rentrer à Meudon avec ça. Mais donc là, aujourd'hui, nous sommes revenus à quelque chose de beaucoup plus physique. J'utilise là le mot exprès. Des physiques dans tous les sens là, du terme. Des gens, des infrastructures, des rues, des pistes cyclables qui étaient en mauvais état et qui vont être rénovées. Et ça, pour moi, c'est un changement extrêmement important si on veut prendre là au sérieux les questions des changements climatiques.
Et on ne peut pas être là dans un monde là, virtuel, on doit être là dans l'intégration de toutes ces nouvelles technologies, à un monde très très physique qui est le nôtre, à un monde émetteur, nous tous, nous les humains. Et aujourd'hui, je suis hyper content de voir que la discussion s'oriente là vers ça. On n'est pas dans une forme d'incantation, on est dans l'application de toutes ces nouvelles opportunités au monde là qui est le nôtre. Merci beaucoup pour ça. Je remarque d'ailleurs qu'il y a eu c'est pas dans le champ de l'étude, mais on n'a quasiment pas parlé de voitures électriques ou de voitures autonomes, et pas vraiment bien. Je ne fais pas de commentaire là-dessus. Plus avant. On va proposer de poursuivre la conversation éventuellement sur l'inverse. Merci beaucoup. Bonne soirée.